Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, la nouvelle émission Bismart dédiée à la gestion de vos finances personnelles. Au sommaire de l'édition du jour, on commence comme tous les jours avec patrimoine thématique. Patrimoine thématique dédié comme tous les mardis à l'investissement plaisir ou passion. Et en l'occurrence, nous ferons le point avec Yann Lequelec, directeur général de Cinémage, sur l'investissement dans le cinéma via les Sofica. Et puis dans Enjeu Patrimoine, nous reviendrons sur un thème très récurrent dans l'épargne, et ce parce qu'il est très représenté chez les Français, à savoir le livret A. Comment expliquer cet engouement qui continue malgré les faibles rendements? Ces rendements sont-ils d'ailleurs toujours négatifs au regard de l'inflation? Nous en parlerons avec Anthony Calci, fondateur du cabinet en gestion de patrimoine Calci Patrimoine, et Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, la deuxième demi-heure, nous serons rejoints comme tous les jours par Laura Olivier afin de faire le point avec les professionnels de la gestion de patrimoine, vos interlocuteurs, ceux à qui vous confiez votre épargne, sur leur stratégie et leurs indicateurs de rentrée. Bienvenue donc à vous tous qui nous suivez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et on commence donc avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique, je le disais en introduction, où tous les mardis, nous passons en revue les placements dits passion. Ces placements que l'on choisit autant pour des rendements que pour une fiscalité avantageuse ou tout simplement pour ses centres d'intérêt. Et aujourd'hui, focus sur les Sofica, les sociétés de financement du cinéma, ces structures donc qui permettent d'investir dans le cinéma. On en parle avec Yann Lequelec, directeur général de Cinémage. Bonjour Yann Lequelec. Bonjour. Bon, Sofica, société financement du cinéma, déjà c'est une bonne définition. C'est ça, c'est bien ce que ça veut dire? C'est ça, c'est d'investissement dans le cinéma et l'audiovisuel. Et l'audiovisuel, parce qu'il n'y a pas que le cinéma, effectivement, dans l'exploitation des films, on en reparlera. Rapidement, qu'est-ce que c'est qu'une Sofica et en quoi ça concerne les épargnants? Alors, les Sofica, dans notre cas, donc Cinémage, ce sont des sociétés privées qui font appel public à l'épargne, c'est-à-dire qu'on lève de l'argent auprès de particuliers. Donc, nos investisseurs, ce sont des personnes physiques qui investissent chaque année, ou pas, mais qui investissent au maximum 18 000 euros par foyer fiscal et qui, en contrepartie, bénéficient d'une réduction d'impôt de 48%, donc ce qui constitue le plus haut taux de défiscalisation sur l'IRPP en France. Et nous, dans notre cas, on collecte 10 millions d'euros environ chaque année, que l'on investit ensuite dans le cinéma et dans l'audiovisuel sous différentes formes. Donc vous, en fait, vous êtes l'intermédiaire entre l'épargnant et le financement des films. Et ce que vous proposez aux épargnants, enfin, c'est pas vous qui le proposez, mais en tout cas, ce qui est proposé aux épargnants, c'est un avantage fiscal dans une enveloppe encadrée, donc 18 000 euros, pour aller financer derrière la construction de films. Exactement, c'est-à-dire que nous, on a finalement deux interlocuteurs principaux. D'une part, des placeurs, tout un réseau de placement ou plusieurs réseaux de placement dans notre cas avec lesquels on travaille et qui donc connaissent eux les souscripteurs qui vont investir dans notre Sofica Cinémage comme vous pourriez investir dans l'assurance vie. Bon, sauf que en investissant chez nous, de l'autre côté, nos autres clients, entre guillemets, ce sont les producteurs de films ou de séries qui viennent nous présenter films et séries ou films d'animation ou documentaires et sur lesquels on va investir selon trois types d'investissements principaux qui sont d'une part sur la valeur patrimoniale des films, lesquels eux-mêmes vont être exploités en salle, mais aussi à l'international, en télévision et de plus en plus sur les plateformes. Mais ils vont également nous présenter donc, des séries télé et des films d'animation. Donc il y a un premier mode d'investissement qui est-ce que ces films, dans quelle mesure est-ce qu'ils vont fonctionner en salle? Oui. Donc en gros, on regarde si ça va être rentable, si derrière on va pouvoir du coup délivrer un rendement à l'investisseur. Exactement. Mais il y a également deux modalités d'investissement auxquelles on procède. C'est deuxièmement en R&D, en recherche et développement. C'est ce qu'on appelle le développement. C'est-à-dire que là, les investissements finalement ne dépendent pas du succès ou de l'insuccès des films, mais du fait qu'ils existent ou non. Donc typiquement, on va aller acheter, le producteur va aller investir va aller acheter les droits d'un livre connu, et ensuite il va essayer de le développer pour en faire un film. Et donc on l'aide à ce stade. C'est pour ça qu'on parle je prends la comparaison avec la recherche et développement. Et la troisième catégorie d'investissement qu'on a,
C'est tout simplement de l'investissement dit adossé, c'est-à-dire en réalité garanti, ce qui fait qu'on a en fait un profil de risque qui est très maîtrisé, puisque non seulement il y a les 48% d'avantage fiscal pour le souscripteur qui fait que s'il investit 100, mais en réalité ça lui coûte 52. Oui. Mais nous, quand on investit les 100, on a une mutualisation du risque à travers les 3 modes d'investissement que je viens de décrire, y compris sur une bonne partie qui font l'objet d'une garantie au nominal des investissements parce que les producteurs nous offrent cette garantie-là. Ce que vous nous dites, c'est que du coup, au sein même d'un investissement dans la thématique cinéma, on peut diversifier finalement ses placements. Rappelez, peut-être une petite précision sur le adossé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que vous êtes plusieurs à investir sur un film ou Non, pardon. L'adossement, ça signifie que sur une partie de nos investissements, il y a une garantie de notre investissement qui est donnée par le producteur au nominal. C'est-à-dire que si on investit 100, on est sûr, sauf s'il y a un problème sur la garantie, mais on est normalement certain de récupérer 100. C'est qu'une partie de nos investissements. Le reste est dépendant donc soit des résultats sur les différents supports, salles, internationales, télé, soit sur le fait que le film sorte tout simplement dans le cas du livre dont vous nous parliez. Et bien justement, parce qu'on peut se poser la question du rendement finalement quand on investit dans une Sofica. Comment ça fonctionne? On est sur un rendement fixe, vous me donnez 100 et moi je vous donne 5%, ou ça dépend du fonctionnement du film en salle derrière? Enfin en salle ou autre d'ailleurs, c'est ce que je comprends. Donc, du point de vue du souscripteur, il investit chez Cinémage, admettons qu'il investisse 10 000 euros. Donc 48% d'impôt, il va donc payer 4 800 euros d'impôt en moins. Nous, avec les 10 000 euros, on va aller investir selon les 3 typologies d'investissement dont on vient de parler. Ce qui se passe, qu'on constate, nous on est à Cinémage 17, ça fait 17 ans qu'on a créé ces sociétés-là, elles ont toujours été rentables, et ensuite le moteur d'investissement, le niveau de rentabilité dépend du succès des films. Donc voilà, donc ça peut varier d'une session à l'autre, mais typiquement ça va jusqu'à 6 ou 7% de taux de rendement annuel, sachant qu'on est sur un profil finalement assez peu risqué, comme je viens de et aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on constate, c'est que le cinéma est également, d'abord c'est un investissement aussi plaisir, bien sûr, mais que même en temps de crise, les gens ont besoin de se divertir. Ont besoin d'aller voir des films. Et donc, ça a aussi cet intérêt pour un investisseur, c'est que ce n'est pas corrélé au marché financier et que c'est du coup intéressant dans un portefeuille d'investissement d'avoir de diversifier. Bien sûr, et les investissements passion je pense, ne sont pas comparés que par des rendements, mais du coup, c'est pour comprendre un petit peu d'où vient le rendement, c'est parce que, en fait, le film va être projeté en salle et va faire beaucoup de vues, mais également être vendu à l'international ou être diffusé sur une plateforme. Les plateformes, du coup, c'est quelque chose qui, du coup, prend de plus en plus de place aujourd'hui dans la rentabilité d'un film, si je puis le dire ainsi, en tout cas dans l'exploitation d'un film. Oui, c'est-à-dire qu'on a la chance, et ça peut paraître contre-intuitif, parce qu'on parle beaucoup des salles qui ont été fermées, ce qui est vrai, mais la réalité, c'est qu'on est sur un marché extrêmement porteur. Porteur pourquoi? Parce que nous, notre marché, c'est pas uniquement la salle de cinéma, mais c'est le marché des images animées. Et je ne connais pas vos pratiques de consommation de films, mais ce dont on s'aperçoit, c'est que les gens regardent de plus en plus de séries, voient des films sur de plus en plus de supports possibles, chez eux, sur leur mobile, etc. Et donc la production de films et de produits et de contenu audiovisuel, qui est vraiment notre marché, se diffuse énormément. Et au sein de ça, il y a effectivement une tendance extrêmement massive, extrêmement porteuse pour nous, qui est le développement des plateformes, Netflix, Amazon, OCS, Salto, enfin bon, toutes ces plateformes que vous connaissez. Et il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Et il y en a plein d'autres, et qui ont besoin de contenu et donc, nous, notre travail, c'est d'aider les producteurs à financer leurs projets pour satisfaire cette demande en contenu sur la salle. Voilà. Et donc, dans notre cas, on est sur un positionnement qui est la production indépendante française, et qui se porte extrêmement bien. Il faut savoir que la France est le 2e exportateur mondial de films. D'accord, de films ou de séries? Non, de films. De films et de séries, derrière Hollywood. En série, nous, par exemple, on a investi sur Le Bureau des légendes, on a investi sur En thérapie, qui ont très bien fonctionné récemment. Et donc ça, c'est des séries qui s'exportent? Qui s'exportent très bien, mais prenons l'exemple de la dernière Palme d'Or, Titane, qui a un investissement Cinémage également. Titane, c'est la Palme d'Or, tout à coup, ça permet de donner... on avait 21 films à Cannes cette année dans nos investissements. Ce sont des films qui, pour la plupart, s'exportent extrêmement bien. L'épargnant, il n'a pas son mot à dire sur les films dans lesquels Cinémage ou une Sofica va investir? Comme dans n'importe quel fonds d'investissement, l'épargnant, il investit sur une société de gestion.
Dans notre cas, pour cinéma, ça fait effectivement 17 ans qu'on existe et on est entouré d'experts de la salle, de la VAD, de la vidéo à la demande, de l'international, etc. Donc ils nous aident à structurer nos choix pour diversifier et trouver aussi, dans notre cas, on a vraiment cette envie aussi de faire émerger des talents. 50% des investissements qu'on a réalisés depuis 17 ans maintenant, donc c'est à peu près 450 films dans lesquels on a investi, sont des premiers ou seconds films de réalisateurs. Donc on n'investit pas que sur des grosses productions, mais aussi sur des petites productions. On a investi, par exemple, on avait été sur la Palme d'Or il y a quelques années de Jacques Audiard, on travaille beaucoup avec Jacques Audiard, avec François Ozon, ou plus récemment sur des films comme Le sens de la fête de Toledano Nakache, on était sur Intouchable, sur L'Arnaqueur, enfin des films, disons que tout le monde connaît ou qui est très grand public, mais on investit également sur des films plus art et essai, mais donc qui sont dans des budgets moindres, mais qui vont vraiment avoir un public de niche et qui sont parfois extrêmement rentables, contrairement à ce qu'on pense souvent. Alors, il nous reste très peu de temps. Je rappelle juste, dites-moi si c'est 100% juste pour les gens qui nous regardent. Oui. Une Sofica, ça a une durée de vie très limitée. On en recrée une tous les ans, notamment au moment de la collecte. La collecte qui va commencer du coup sur le mois de septembre ou d'octobre, mais c'est généralement la période. On connaît la date aujourd'hui de la collecte en 2021 ? Alors, dans notre cas, pour la collecte 2021 va commencer dans quelques jours. Donc, je ne sais pas vous le donner au jour près, mais ce sera la semaine prochaine certainement. D'accord, ça dépend effectivement des agréments qu'on peut recevoir, puisque c'est un marché réglementé par l'AMF, mais aussi par le CNC. Exactement, c'est très encadré par l'AMF, par le CNC et par la DGFiP. Donc, on est vraiment, et ça existe depuis 1985, donc on est vraiment sur des placements établis qui sont des équipes de gestion identifiées. Voilà, dans notre cas, donc on commence dans quelques jours. La collecte se termine au 31 décembre 2021. C'est un produit qui est relativement rare, c'est-à-dire qu'on a la chance de faire l'objet de beaucoup de demandes. Et ensuite, on a un an pour investir dans des films, dans des séries. D'accord. Et enfin, au bout de 5 ou 6 ans d'exploitation, on revend les droits résiduels des films sur lesquels on a investi et on rend l'argent aux souscripteurs, le produit des investissements que l'on a pu faire. Voilà, donc c'est effectivement important de rappeler que c'est de l'argent qui est investi sur un certain nombre d'années et qui du coup n'est pas liquide, mais bon, c'est pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Pour bénéficier de l'avantage fiscal de 48%, qui est quand même le plus haut avantage fiscal qui existe sur quelle que soit toute industrie confondue. Merci beaucoup Yann Lequelec de vous être prêté à l'exercice de présenter les Sofica dans un temps assez court, finalement une dizaine de minutes. Yann Lequelec, je rappelle que vous êtes directeur général de Cinémage. Merci à vous également d'avoir suivi Patrimoine Thématique et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et on enchaîne avec Enjeu Patrimoine à présent. Enjeu Patrimoine qui s'intéresse chaque jour aux grandes questions de la gestion de votre patrimoine avec 2 experts en plateau. Aujourd'hui, focus sur le livret A, un des placements privilégiés par les Français, même si pour les professionnels de la gestion de patrimoine, ce placement a, on peut le dire, peu d'intérêt en matière de rendement. Pire, ces rendements réels sont même négatifs depuis le début de l'année 2021, une tendance qui n'a pas commencé en 2021 d'ailleurs, mais sur l'année 2021, on rentrera un peu plus dans le détail, les rendements sont négatifs à l'exception du mois de février. On va tenter de comprendre du coup pourquoi il y a cet amour du placement d'un côté et pourquoi finalement c'est pas forcément le plus conseillé quand on cherche du rendement. On en parle avec Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne, et Anthony Calci, fondateur du cabinet de conseil en gestion de patrimoine, Calci Patrimoine. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Nicolas. Bienvenue, merci de vous prêter à l'exercice de parler un petit peu de ce livret A. Donc je pense que j'ai bien résumé, Philippe Crevel. D'un côté, c'est un placement qui n'a plus à prouver son attrait auprès des Français et qui, de l'autre, a des rendements du coup fixes, 0,5% depuis le début de l'année. Et si on met ça en regard de l'inflation, ça fait même parfois des rendements négatifs. Peut-être un petit mot tout d'abord sur les tendances. La tendance de l'épargne en France depuis le début de l'année qui, du coup, les Français continuent à beaucoup épargner et spécifiquement sur le livret A. Oui, en fait, on a la reproduction en moins fort de ce qui s'est passé en 2020. Circonstances exceptionnelles, confinement, crise sanitaire qui malheureusement perdure. Les Français consomment moins parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc c'est de l'épargne forcée. Il ne faut jamais oublier que l'épargne, c'est la renonciation à la consommation. Bien sûr, et donc là, contraints et forcés, ils épargnent. Ils ont peur de l'avenir, ils ont peur de la maladie, ils ont peur de la perte d'emploi, de la perte de revenus, même si le quoi qu'il en coûte a permis le maintien du pouvoir d'achat des Français en 2020 et globalement en 2021. Mais de ce fait, la peur, la crainte, l'impossibilité de consommer, ça a favorisé
l'épargne de précaution. D'ailleurs, le premier dépôt, la première épargne, ce n'est pas le livret A, c'est le dépôt à vue. D'accord. Depuis le 1er janvier 2020, il y a à peu près 50 milliards d'euros supplémentaires sur les dépôts à vue, les comptes courants. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire qu'en fait, on attend, mais on les place pas Et non là, plus, quoi. Vous nous avez parlé de 0,5%. Le compte courant, je tiens à vous signaler, c'est 0%. Bien sûr, bien sûr. Et il y a 500 milliards d'euros sur les comptes courants. Ça fait plus de 17 000 euros par ménage. On dit en général qu'il faut 2-3 mois sur son compte courant maximum. Là, on est, pour la plupart des Français, bien au-delà. Si on en vient au livret A, du mois de donc, janvier jusqu'en juillet, on a épargné beaucoup sur le livret A, près de 20 milliards d'euros. C'est donc quasiment aussi bien qu'en 2020 sur la même période, avec néanmoins une petite inflexion. Et là, on voit évidemment la situation sanitaire jouer donc sur le montant de livret A. Avec la sortie du confinement, à partir du mois de mai, on voit néanmoins la collecte revenir à un niveau normal. Au mois de juillet, on était à 1,15 milliard d'euros de collecte sur le livret A, quand auparavant, on dépassait les 2 milliards d'euros. Mais au mois de juin, d'ailleurs, on était déjà à 0, mais sur les 5 premiers mois, on était plutôt à 2-3 milliards d'euros de collecte. Et là, en sortie de confinement, on revient à un niveau normal. Mais malgré tout, le livret A et son petit cousin, le LDDS, le livret de développement durable, sont à des niveaux historiquement élevés, plus de 400 milliards d'euros d'encours sur ces deux produits. Ça n'a jamais existé dans l'histoire du livret A et du LDDS. On voit la préférence pour la sécurité, la liquidité et le rendement, c'est pas évidemment l'objectif de ceux qui mettent de l'argent sur le livret A. C'est la question que j'avais posée. Donc du coup, pourquoi c'est pas pour du rendement, c'est juste parce que c'est ou le compte courant ou le livret A qui finalement a autant d'avantages vis-à-vis d'un épargnant que le compte courant, puisque c'est suffisamment liquide pour aller faire des versements réguliers. Donc c'est en attente, en fait, finalement, c'est en attente d'être dépensé ou investi. C'est par facilité, c'est facile de mettre son argent sur le livret A. Maintenant, on le fait via Internet pour un grand nombre de Français. 2, on a peur de l'avenir, donc je ne veux pas m'engager sur un placement, assurance vie, action. Même s'il y a quand même quelques... Il y en a quand même. Il y a des petits signes, les signaux faibles. On voit quand même que les Français, les jeunes actifs se disent le livret A 0,5, c'est quand même pas terrible. Il y a des opportunités sur le marché action. Et donc on a vu depuis le début de la crise sanitaire une montée du nombre d'actionnaires et également une multiplication des opérations sur action. Mais le mainstream, évidemment, le mass market, ça reste le dépôt à vue, ça reste le livret A. Et donc avec évidemment... on va dire un rendement négatif du fait que l'inflation, qui était nulle encore il y a quelques mois, est repassée au-dessus de 1%. Et de ce fait, avec un rendement de 0,5, on fait vite le calcul, on est en négatif. Bien sûr. Et ça risque de durer. Alors pour la petite histoire, on n'est pas dans les niveaux historiques des taux négatifs pour le livret A. En 1983, 1982, on pouvait perdre 5 à 6 points sur son livret A, ce qui n'empêchait pas les Français de mettre de l'argent dessus. Oui, c'est ce que j'allais dire. Du coup, il y avait toujours autant de collecte. Ce n'est pas une première, il y a des précédents. Donc il y a d'autres fondamentaux, d'autres facteurs qui expliquent pourquoi les Français mettent l'argent sur le livret A. Anthony Calci, on a avec vous l'avis d'un professionnel de la gestion de patrimoine. On voit ce livret A du coup qui continue à plaire beaucoup aux Français, mais toujours quand même quand on regarde ça d'un point de vue de placement ou de rendement, bon 0,5% du coup ça a été depuis janvier à août, c'est donc un rendement de 0,5% qui est proposé. Les anticipations d'inflation sur l'année 2021 oscillent autour de 1,5%, donc c'est pas très compliqué de faire le calcul et de s'attendre à du coup potentiellement un rendement de moins 1%. Comment vous le regardez, vous, ce livret A ? Je le regarde d'abord aussi comme un compte courant. Pour nous, c'est avoir 0,5% de rendement, c'est pas un placement. C'est quelque chose qui va rapporter, si vous le mettez au plafond, 145 euros par an, si vous le mettez à 23 000 euros. Donc, ce n'est pas pour du rendement, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Au contraire, c'est pour en perdre. D'accord. Et donc, il y a un aspect... Quand vous dites ça à vos clients, du coup, il y a un aspect psychologique. On commence par cette question. Quel est le montant de votre épargne de sécurité souhaité ? Certains acceptent d'avoir 5 000 euros disponibles à tout moment, d'autres ont besoin de 100 000 euros. D'accord. Okay. C'est un chiffre psychologique. Alors, j'essaye d'amener un petit peu de pédagogie en disant que cet argent-là, c'est une perte garantie de pouvoir d'achat. Quand on le met
pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va. Mais si vous le laissez 10 ans et que vous avez prévu d'utiliser votre livret A pour acheter un appartement à Paris pour votre fille ou pour lui payer des études supérieures dans 10 ans, vous avez un risque que cet argent-là que vous êtes d'avoir moins. Oui, c'est ça, d'avoir moins à la fin, complètement. Avoir 2 fois moins pour votre apport d'achat immobilier ou 2 fois moins pour les études de vos enfants. Donc, à très court terme, on peut comprendre qu'on ait besoin de liquidité, mais si vous laissez sur votre compte courant, sur votre livret A, sur votre LDD, ça n'a pas de sens, je sens que c'est ce que vous voulez nous dire. Mais... sur le court terme. Donc moi, mon rôle de conseiller en gestion de patrimoine, c'est de dire non, si vous avez un horizon de temps qui est moyen terme, on va dire 3, 4, 5 ans, et je ne parle même pas d'après, il faut absolument placer ces liquidités. Le livret A n'est pas un placement, c'est un compte courant. C'est comme un compte courant et vous allez perdre en pouvoir d'achat chaque année et sur le long terme, ça fait très mal. Quand je vous écoute, j'ai quand même l'impression que même si vous alertez sur ce livret A, il est impensable aujourd'hui de ne pas avoir de livret A quand on épargne en tant que Français. Oui, il est impensable. Il y a un aspect psychologique, maternel, j'en sais rien, mais en tout cas, il est là. Après, il est utile pour nous quand même pour connaître le taux sans risque. C'est-à-dire que le client, il va comparer son placement, son fonds en euros, ses actions, son immobilier, au taux du livret A. Donc, c'est quand même important d'avoir ce livret A pour dire, OK, le livret A est 0,5, j'ai fait 3, c'est beaucoup mieux que le livret A. Donc c'est important de savoir que le taux sans risque, c'est globalement perdre un petit peu d'argent tous les ans. Exactement. Au moins, il est au courant. Et après, on va le comparer au rendement du fonds en euros. Et après, on va comparer. Mais au moins, ça lui donne un étalon de rendement sans risque. Philippe Crevel, est-ce que cet attrait pour le livret A ne s'explique pas aussi parce que c'est un des placements historiques? Finalement, ça fait plus de 200 ans que ça existe aujourd'hui. Donc, on est habitué à avoir un livret A. Et en plus, globalement, c'est aussi simple à comprendre qu'un compte courant ou presque, donc ça facilite l'épargne. C'était l'objectif des créateurs du livret A en 1818, plus de 200 ans. C'était quoi? C'était un outil de pédagogie, apprendre aux Français à tenir une comptabilité. D'ailleurs, on parlait de livret d'épargne avec la partie on met de l'argent, la partie on sort de l'argent, c'était visible, donc c'était très pédagogique. Et puis, donc, ça s'est évidemment diffusé dans la population. Et quand on disait, voilà, il y a une naissance dans la famille, il faut ouvrir un livret A. Donc, c'est quelque chose qui, est une Madeleine de Proust de l'épargne en France. Il y a, tous les Français en ont un. On pourrait souhaiter que tous les Français aient un compte titre en actions pour favoriser donc la diffusion des actions. Bon, il faut voir qu'on a opté pour le livret A. Il faut savoir que la France est un des rares, voire le seul pays au monde à être doté d'un produit livret A défiscalisé. Parce qu'en fait, ce qui attire aussi les Français, c'est le côté il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de prélèvements sociaux. Et donc ça, ils ont l'impression de faire une affaire, même si le rendement est de 0,5%. Je dirais qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a pas d'impôt sur les plus-values. L'argent qu'on met sur le livret A est quand même imposable. L'argent, c'est revenu. Mais il n'y a pas d'impôt sur sur les revenus du livret A. Il y a même si au final... zéro impôt. Mais par exemple, les Français, également depuis le début de l'année, ont mis 12 milliards d'euros sur les livrets bancaires. Livrets bancaires, là, la rémunération moyenne, selon la Banque de France, au mois de juin, c'était 0,3, je sais pas. 0,1%. 0,1%. Là, fiscalisé à 30%. Il reste combien? Effectivement. Et donc, là, 17 milliards d'euros, 12 milliards d'euros ont été mis sur les livrets bancaires depuis le début de l'année. Plus de 200 milliards d'euros d'encours. Alors, ce sont les Français qui ont évidemment saturé leur livret A et leur LDDS dans le cadre d'une opération, par exemple, immobilière, en attente de replacer cet argent qui utilise les livrets bancaires. Donc le livret A, évidemment, c'est également un produit d'attente. Et puis c'est surtout un produit, je dirais, Madeleine de Proust. On sait ce que c'est. Aujourd'hui, donc du coup, septembre, demain, on sera en septembre 2021. Le grand sujet du moment, c'est la reprise économique, c'est la relance. On finance quoi concrètement avec le livret A aujourd'hui quand on épargne sur un livret A, Philippe Crevel, rapidement? Alors, finance quoi? Ça veut dire la Caisse des dépôts, les banques, financent quoi avec le logement social?
Donc évidemment, le livret A l'argent est utilisé à 50% à peu près pour financer donc le logement social avec des prêts derrière à 25 ans, 30 ans, 50 ans, et ce qui permet de rémunérer ce fameux 0,5%. Il y a également une partie qui sert à financer les collectivités locales et une partie qui sert à financer les entreprises avec le LDDS, les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est le financement de l'économie. Donc il ne faut pas dire que le livret A ne sert à rien sur le point de vue économique. Après, sur le particulier, avec 22 950 €, aujourd'hui, on ne va pas forcément se financer son appartement, surtout si on veut acheter dans les grandes villes, à Paris, etc. Là, on est sur de l'épargne de précaution, de l'épargne de court terme. Anthony Calci, si je reviens un petit peu sur les conseils concrets qu'on peut donner aux gens qui nous écoutent, livret A du coup, on en garde quand même un, on n'en a pas, on se dit qu'on peut complètement sortir, et si jamais on en a un, alors on imagine que ça dépend évidemment du patrimoine de chacun, mais on met quel pourcentage finalement de son patrimoine dessus, et comment est-ce qu'on le gère ? Non, déjà, il faut vraiment avoir conscience que cet argent, il va perdre de la valeur sur le moyen terme, fortement, par un schéma qui est assez simple à comprendre. C'est qu'il y a des relances, il y a des plans de relance, il y a une impression monétaire qui est gigantesque. On crée des milliards chaque jour, littéralement. Donc, si on compare ce que vous avez sur votre livret A avec ce qui est créé dans la masse monétaire, vous perdez en valeur. Donc, il faut absolument avoir l'urgence de se dire que si j'ai un horizon d'épargne plus de 3 ans, 4 ans, 5 il faut l'investir. D'accord, ok. Donc, à partir de là, vous pouvez, comme vous l'avez très bien dit, avoir quelques mois de réserve par rapport à votre salaire. Si vous êtes salarié 2 ou 3, si vous êtes profession libérale ou commerçant, sans doute peut-être un peu trésorerie plus, sur le livret A, mais bien ça sûr. doit être le minimum de compte courant, de livret A, de LDD, pour pallier à des dépenses court terme sur 12 mois. Je rappelle aussi que la majorité des clients patrimoniaux ont des assurances vie. Aujourd'hui, peut-être en un clic, vous pouvez faire des rachats partiels sur vos bons fonds en euros, qui sont aussi comme des comptes courants, qui vont rapporter en moyenne un peu moins d'1,5 brut. Et ça va baisser, et ça va rejoindre le taux du livret A. Donc ça, c'est de l'argent disponible en une semaine, 15 jours maximum. 3 semaines, c'est l'assureur est un petit peu lent, mais c'est quand même, entre le livret A, le LDD, vos fonds en euros, vous avez de l'argent disponible. Donc, n'ayez pas peur, investissez sur le moyen terme pour faire fonctionner l'économie. Donc, le livret A, finalement, c'est pas un placement ? Ce n'est pas un placement. C'est pas un placement, parce que vous nous dites franchement... C'est un outil psychologique pour connaître le taux sans risque et de se dire qu'on a son livret A rempli, et peut-être qu'on participe un petit peu aussi au fonctionnement de l'État français, de la Caisse des dépôts. Mais j'ai jamais entendu ça. C'est entre nous, ça on le sait. Mais... Le rendement réel de l'opération du livret A, parce que c'est la transformation. On prend de l'épargne de très court terme, liquide, pour le transformer en ressources de très long terme. C'est un exercice très compliqué, qui n'est pas logique, et qui a un coût. Et là-dessus, la Caisse des dépôts n'est pas très transparente pour nous expliquer est-ce que cette opération de transformation est rentable ou pas. On a quelques doutes quand les taux d'intérêt sont extrêmement faibles. Aujourd'hui, les HLM pourraient emprunter sur les marchés certainement à des taux qui sont très très proches de zéro. Donc je ne suis pas sûr que l'opération soit rentable pour l'économie. D'ailleurs, nos partenaires européens ne se sont pas mis à faire des livrets A. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne, et Anthony Calci, fondateur du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Calci Patrimoine. Merci pour ce débat passionnant sur le livret A. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de Smart Patrimoine, juste après la pub. Rebonjour et bienvenue pour cette deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie d'émission en partenariat avec Club Patrimoine, où tous les jours à 13h30 nous donnons la parole aux experts du secteur de la gestion de patrimoine afin de décrypter les placements mais aussi les tendances. Nous avons d'ailleurs été rejoints pour cette deuxième partie par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et au sommaire aujourd'hui de cette deuxième partie de Smart Patrimoine, nous allons retrouver le directeur général d'Aldéran, Benjamin Lebeau, et nous allons parler d'investissement dans l'immobilier de logistique. Et ensuite, dans le Club Action, nous recevrons Eddy Mizrahi, le président d'Apax Partners, afin d'évoquer avec lui l'ouverture du private equity à un plus large public et notamment aux épargnants.
Le rendez-vous en toute fin d'émission, c'est le Club Expert. Et notre invité aujourd'hui sera Thomas Daudeville, gérant de la financière Daudeville. Avec lui, nous allons parler d'un véhicule d'investissement coté en bourse plutôt mal connu, le SPAC. A tout de suite dans le Club Macro. Et merci d'être avec nous pour le Club Macro. Notre invité, Benjamin Lebeau, directeur général d'Alderan, vient de nous rejoindre. Bonjour Benjamin. Bonjour Benjamin. Alors, on parle beaucoup d'immobilier, de logistique, Benjamin, depuis 2-3 ans. Ça explose vraiment. C'est vrai qu'avant, on en parlait moins. Il y en avait plutôt peu dans les portefeuilles, environ 10%. Alors, évidemment, c'est lié à l'essor de l'e-commerce, mais également le succès accéléré par la crise sanitaire. Est-ce que déjà, vous pouvez nous rappeler ce que c'est que l'immobilier de logistique? Parce que ce sont des entrepôts, de petits entrepôts, grands entrepôts. Est-ce que c'est ce qu'on voit quand on est sur l'autoroute? Est-ce que c'est ce qu'on voit dans les zones industrielles? Qu'est-ce que vous faites exactement? Vous achetez un entrepôt et après vous y mettez un locataire? Ça, c'est, Alors c'est un peu de tout ça. L'immobilier logistique, on distingue traditionnellement dans ce métier-là deux activités en quelque sorte. La première activité, c'est l'activité de stockage. Et c'est là qu'on retrouve effectivement ces entrepôts qui ont vocation à massifier les flux. Donc ce sont les grands entrepôts que vous voyez effectivement au bord de l'autoroute, ou des entrepôts de taille un peu plus intermédiaire. Et il y a les flux. Où là, la vocation des bâtiments n'est pas de stocker les marchandises, mais plutôt de faire le dispatching de ces marchandises pour les amener de leur lieu de production, leur lieu d'acheminement, vers le client final. Et ce sont, alors, en type d'immobilier, un immobilier un petit peu différent. L'entrepôt logistique de stockage est un local assez grand avec du volume. Le site de logistique de distribution est un site beaucoup plus petit avec généralement du double face pour de telle sorte que les flux et les colis passent de l'un à l'autre, d'une petite camionnette à une fourgonnette pour aller sur ce lieu de distribution. Quand vous investissez en immobilier logistique, vous investissez sur toute cette gamme de produits, qui sont des produits quand même assez différents, mais qui participent tous de ce qu'on appelle des maillons de la chaîne logistique, qui est effectivement aujourd'hui qui a été mise en lumière par la crise, puisque tout le monde s'est rendu compte, tout le monde tout à chacun un peu commander ses produits par Internet, ça a donné beaucoup plus d'essor au e-commerce, qui était déjà une tendance de fond. Mais c'est une classe d'actifs qui existe depuis très longtemps, puisque en quelque sorte, la première plateforme de distribution du dernier kilomètre, c'était le bureau de poste local. Mais c'est que en lien avec le e-commerce, l'immobilier logistique, ou pas que? Pas du tout. En fait, ça peut être aussi effectivement pour dans une activité B2B ou dans une activité de construction ou autre. Historiquement, c'était même essentiellement de la logistique qui est dédiée à du B2B. Là où cette classe d'actifs est devenue un peu plus visible aux yeux du public, c'est aussi quand elle a pris ce tournant du B2C avec le e-commerce. Donc c'est clair qu'il y a eu une corrélation directe entre l'évolution du e-commerce et la prise de conscience, on va dire, collective, populaire de cette classe d'actifs. Mais c'est une classe d'actifs qui a toujours été opérationnelle et extrêmement importante pour le fonctionnement de l'économie au sens large. Oui, puis c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une classe d'actifs qui fonctionne tellement bien que vous avez une SCPI qui est 100% dédiée à la logistique, Activimo. Tout à fait. Et vous avez vu que j'allais continuer. Non. En fait, c'est parce que cette SCPI, c'est intéressant, elle a été lancée, alors ça ne s'invente pas, elle va avoir 2 ans, le 11 septembre 2019, donc avant le confinement, avant cette pandémie, puisque nous nous étions rendus compte qu'effectivement, c'était une classe d'actifs qui était peut-être à tort méconnue, ou en tout cas pas suffisamment appréciée à sa juste valeur par les investisseurs, et nous avons voulu la rendre accessible au grand public. Et effectivement, on s'est rendu compte, comme vous le disiez, de cette appétence extrêmement importante des investisseurs, y compris des investisseurs particuliers pour cette classe d'actifs, puisque notre collecte a littéralement explosé post-confinement. Oui, puis il y a le taux. En mars 2020, quand vous lancez en septembre 2019, en mars 2020, la pandémie arrive, vous vous dites, oulala, c'était le mauvais moment pour lancer ce fonds, ou au contraire, ça va peut-être nous porter notre activité. Parce que là, avec le recul, effectivement, on se dit, bah oui, effectivement, voilà les tendances qu'on a identifiées. Mais en mars 2020, comment vous étiez à ce moment-là? En mars 2020, j'étais confiné. Oui, c'est ça, déjà.
Non, on était sur une dynamique où forcément on lançait un produit avec finalement assez peu de visibilité sur ce qu'allait donner la collecte, notamment, qui est la matière première pour nous permettre d'investir. Nous étions profondément convaincus de l'intérêt d'investir sur cette classe d'actifs, mais il fallait aussi convaincre les utilisateurs. J'ai pas cherché à faire des perspectives sur ce qu'allait donner ce confinement, cette pandémie, puisque là, le premier objectif, c'était déjà de parvenir à poursuivre aussi nos acquisitions, toutes les autres activités qu'on avait initiées justement par rapport à la collecte qui avait commencé en fin 2019. Et c'est vrai que ça nous a en fait aidé parce que au début du lancement du véhicule, avant pandémie, on avait encore quelques partenaires qui s'interrogeaient, qui avaient besoin de nous pour expliquer à leurs souscripteurs quel était l'intérêt d'investir dans cette classe d'actifs, pourquoi est-ce qu'il fallait plutôt privilégier de l'investissement sur un bout de tôle ou un bâtiment assez standard en périphérie de ville, plutôt qu'un immeuble en pierre de taille. Et en fait, le fait que le confinement, la pandémie ait mis en lumière tout l'intérêt, la résilience de cette classe d'actifs, l'intérêt d'investir, le fait que c'était une classe d'actifs qui permettait une bonne mutualisation du risque locatif, que c'était une classe d'actifs qui s'était énormément améliorée en termes de qualité du bâti. Tout ça a effectivement contribué à nous aider et à atteindre cette collecte qui est, pour vous donner un chiffre, aujourd'hui Activimo, du haut de ses 2 ans, en deuxième trimestre de l'année 2021 et troisième en termes de collecte, derrière 2 autres grandes SCPI. Mais on va parler aussi du taux de rendement, parce que vous avez, en 2020, vous étiez donc à 6%, c'est bien ça? C'est votre objectif cible de rendement? L'objectif. Puis la deuxième question, c'est où vous en êtes là pour le premier semestre? Est-ce que vous allez réussir à tenir? Alors, l'objectif initial, c'était effectivement 6% pour la SCPI, quand on a lancé le véhicule, parce que c'est aussi ça l'intérêt de cette classe d'actifs, c'est d'être capable de servir des rendements qui sont plutôt haute fourchette par rapport à d'autres produits d'épargne et par rapport à la SCPI. Sur la SCPI, je pensais. Donc, c'était l'intérêt premier. Cet objectif a été tenu en 2020. Nous avons un TDVM de 6,05 sur l'année 2020. C'est un objectif qui sera tenu pour 2021. Oui. Aujourd'hui, les acquisitions qu'on a réalisées jusque-là nous permettent et puis le patrimoine qui se constitue au fur et à mesure sur cette SCPI nous permettent de dire qu'il sera tenu sur 2021. Sur 2022, je pense qu'il faut aussi tenir compte du marché. On n'est pas non plus complètement extérieur au marché. La pandémie, l'intérêt croissant des investisseurs pour la classe d'actifs fait qu'il y a un nombre extrêmement important d'acteurs qui se sont placés sur ce segment-là. Je dis placés parce que parfois il y a aussi une petite forme d'opportunisme ce qui n'a pas été notre cas. Et donc la concurrence est assez féroce sur cette classe d'actifs et les taux ont tendance à diminuer. Néanmoins, on pourra maintenir un spread extrêmement intéressant sur le véhicule. Un mot des risques de ce type d'investissement. D'un point de vue d'un épargnant, quand on vous dit on va acheter tout un immeuble et puis on va louer plein de petits lots, du coup, l'épargnant comprend diversification du risque d'impayé avec le locataire. Quand on fait de l'investissement dans l'immobilier logistique, on voit une très grande surface louée à une seule entreprise ou à 2 entreprises, en tout cas c'est comme ça qu'on l'imagine, et on se dit très bien, en plus c'est potentiellement développé pour son activité à lui ou c'est l'activité de telle entreprise, mais si jamais il s'en va, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, comment est-ce qu'on appréhende le risque sur l'immobilier de logistique? Alors effectivement, vous l'imaginez avec ces grandes plateformes logistiques qui peuvent être louées à des clients, ce qu'on appelle les plateformes XXL, louées à des Amazon, louées à des Cdiscount ou autres. Mais ce que j'expliquais justement tout à l'heure, c'est que l'immobilier, c'est pas que ça. L'immobilier logistique, c'est pas que ça. C'est pas uniquement ces plateformes logistiques. Et c'est tout notre travail justement aussi d'experts de cette classe d'actifs que de justement bien mutualiser ce risque locatif. Donc on
peut avoir plusieurs entreprises au sein du Alors, même bien au sein sûr, d'une même un plateforme. entrepôt classique sont des cellules généralement de 6000 m² à peu près, vraiment ce qui est standard, ce qui vous permet aussi d'avoir au sein d'une seule et même grande plateforme, par exemple de 30 000 m², vous pouvez avoir jusqu'à 5 locataires. Le cœur de cible d'Activimo, ce sont aussi des locaux d'activité, donc des locaux de plus petite taille qui peuvent demain devenir les locaux de la logistique dite du dernier kilomètre. Et ce sont des locaux qui accueillent toute une série de PME, PMI, d'artisans qui participent de cette mutualisation locative. Et dernier exemple, vous pouvez aussi, c'est la mutualisation du risque locatif, du risque géographique que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que, par exemple, là, au mois de juillet, nous avons acheté plusieurs portefeuilles loués à un seul et même locataire, mais entre 15 et 20 sites. Donc vous mutualisez le risque, non pas par le risque locatif, mais par le risque du locataire, mais par le risque géographique, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de risques que votre locataire libère les 15 ou les 20 sites en même temps. Donc vous pouvez aussi, et là c'est enfin notre dernier savoir-faire, c'est d'identifier les actifs pour lesquels ce qu'on appelle la liquidité locative est en quelque sorte assurée, puisque ce sont quand même des bâtiments assez standardisés qui peuvent être utilisés par d'autres utilisateurs assez faciles. Merci beaucoup Benjamin Lebon, on en sait plus sur cette case d'actifs qui est la logistique. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le Club Action. Le Club Action, c'est avec Eddy Mizrahi, le président d'Apax Partners, avec qui nous allons tenter de comprendre pourquoi le private equity commence à s'ouvrir au grand public et aux épargnants. Une démarche portée actuellement, Eddy Mizrahi, par Apax Partners. Bonjour, tout d'abord, bienvenue sur ce plateau. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Apax Partners a lancé récemment un fonds qui est dédié directement en fait, aux épargnants via l'assurance vie, Apax Private Equity Opportunities. C'est un choix qui est un peu radical. Hein. Finalement, quand on fait du private equity, on ne s'adresse généralement pas à l'épargnant qui cherche une solution de placement ou d'investissement, mais on s'adresse plutôt à des grandes fortunes ou à des institutionnels. Pourquoi ce changement de stratégie, du coup, cette année ? Alors, je n'appellerais pas ça un changement de stratégie, c'est plutôt une évolution de l'opportunité d'aller s'adresser à cette nouvelle clientèle qui est née de la loi Pacte, de la loi Macron avant et puis de la loi Pacte ensuite, qui permet justement aux détenteurs de contrats d'assurance vie d'investir en private equity, ce qui n'était pas possible auparavant puisque, comme vous venez de le dire, c'était plutôt réservé aux institutionnels et aux personnes très fortunées. Ça veut dire que du coup on va chercher, parce que c'est un des gros sujets actuels pour le coup, la relance économique et du coup l'épargne accumulée par les Français qu'on doit trouver où on doit trouver différents moyens de la réinjecter dans l'économie réelle. On connaît les marchés actions, on connaît d'autres façons d'investir et du coup le private equity s'invite également dans la relance via l'épargne des Français du coup. Tout à fait. Alors, il a toujours été investi dans l'économie réelle, bien sûr, par définition. C'est le moyen le plus direct presque. Absolument, on investit dans des PME, des ETI, françaises ou européennes d'ailleurs. Et clairement, c'est une manière d'aider à la relance de l'économie suite à la pandémie du Covid. Mais c'est plus que ça. Je crois qu'il ne faut pas le limiter à ça. C'est aussi une manière, je dirais, d'investir dans la classe d'actifs qui, sur le long terme, est la plus performante du marché. Les rendements sont plus élevés, la volatilité est plus faible. Par contre, il faut détenir ce produit pendant très longtemps. C'est ça la limitation, je veux dire. Et ce placement, donc Apax Private Equity Opportunities, on y a accès à travers l'assurance vie. C'est ça. Donc ça, on a compris, parce que c'est vrai que fiscalement, c'est intéressant. Donc ça, on comprend bien. Mais les institutionnels, finalement, parce que donc là, on s'ouvre à un public plus large, il ne suffisait plus pour absorber la demande. C'est quoi vraiment le but réel ? Non, je crois que c'est simplement une vue à très long terme que nous avons eue chez Apax. Si je fais simple, vous avez, j'arrondis un peu les chiffres, il y a 1800 milliards d'euros dans l'assurance vie. Vous avez 20-25% en unités de compte, c'est en train de monter, mais on est autour de 350-400 milliards. On peut imaginer que dans les 10 ans qui viennent, le private equity prendra 10% de ce qui deviendra sans doute
une part je dirais, en UC plus importante, on peut imaginer qu'une centaine de milliards d'euros va venir s'investir dans le private equity. Or, le private equity français lève 20 milliards par an. Donc vous imaginez, rajouter 100 milliards sur 10 ans, c'est énorme. Donc ce n'est pas que les institutionnels ne sont pas suffisants, c'est simplement un nouveau marché qui s'ouvre et sur lequel nous espérons pouvoir prendre une place importante. Et comment on les convainc, les épargnants individuels, via leur contrat en assurance vie? Parce que vous l'avez dit, effectivement, du coup, il y a une part en UC qui progresse, mais du coup, la tradition est quand même d'aller sur des fonds en euros. Donc déjà, le passage du fonds en euros en unité de compte peut s'avérer long et un peu compliqué. Et là, on leur dit, vous allez faire du private equity. Oui. Déjà, on n'est pas forcément sûr que tout le monde sache exactement ce que c'est. Et même quand on sait ce que c'est, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que juridiquement, légalement, est-ce que je connais ce mécanisme? Alors, d'abord, premier point, nous ne parlons pas aux épargnants. Bien sûr. Oui. Par définition, c'est l'assureur qui est responsable de la commercialisation du produit. Nous, le produit que nous avons lancé, c'est un FCPR agréé par l'AMF, donc il répond à un certain nombre de contraintes juridiques, de liquidité, de règlements, qui font qu'il est, entre guillemets, acceptable en termes de commercialisation au grand public. Ensuite, c'est l'assureur qui prend en charge la commercialisation et qui fait la sélection de clientèle en fonction de leur patrimoine, en fonction de leur appétit au risque, et qui propose le produit à ses clients. Donc, ça se passe plutôt bien, je dirais, puisque en quelques mois, on a quasiment fait l'objectif annuel qu'on s'était fixé avec les premiers assureurs avec lesquels nous travaillons. Donc il y a une appétence finalement sur ce type de nouveaux investissements via l'assurance vie. Ouais, je pense qu'il y a une forte appétence parce que, comme vous le savez, sur les autres classes d'actifs, en tout cas les fonds euros, les rendements sont quasi nuls, enfin presque. J'écoutais tout à l'heure le livret A. Bon, voilà. On n'en parle plus là. C'est pas pareil. Le private equity, il rapporte pour les institutionnels, dans des fonds fermés, il rapporte entre 15 et 20% annuels. Dans un fonds destiné aux épargnants, la performance sera plus faible compte tenu du poids du cash, tout simplement. Puisque avec les institutionnels, on appelle l'argent au fur et à mesure, mais on vise des rendements compris entre 8 et 12%. Dans l'univers actuel, des rendements de 8 à 12%, je dirais, en investissant dans l'économie réelle, dans les plus belles PME et ETI françaises et européennes, si vous avez le temps, c'est recommandé, je dirais, en termes de diversification dans votre patrimoine. Il ne s'agit pas de mettre tout votre patrimoine en private equity. Il s'agit de mettre 10%, 15% dans ce domaine. Mais il faut avoir le temps, il faut pouvoir attendre. Si vous voulez, on investit dans une entreprise, on la fait grandir, on améliore son fonctionnement, on la développe au niveau international. Justement, est-ce qu'on peut revenir sur votre stratégie d'investissement? Puisque c'est vrai que dans le capital investissement, il y a plusieurs stratégies. Vous êtes très bon sur l'amorçage. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'amorçage? C'est bien non, alors quelque chose... Non, pardon, on n'est pas dans l'amorçage. Du tout. Alors on est on est dans ce qu'on appelle le LBO, c'est-à-dire la transmission d'entreprises, qui sont des entreprises matures, qui sont rentables, en forte croissance. Donc notre stratégie d'investissement, elle est assez simple. Elle est d'abord sectorielle. On n'investit que dans 4 grands secteurs de l'économie: la technologie, les biens de grande consommation, la santé et les services B2B essentiellement. Alors si ce n'est pas l'amorçage, je suis désolée. Excusez-moi Nicolas. Alors du coup, vous les accompagnez à quel moment réellement? Est-ce que vous pouvez vraiment bien nous réexpliquer concrètement jusqu'où vous les accompagnez? À quel moment vous les prenez et jusqu'où vous les accompagnez? Alors ce sont des entreprises bien établies, comme je viens de le dire. On les accompagne en moyenne pour 5 ans sur la base d'un plan de développement qui va, je dirais, très souvent transformer un leader français en leader européen, un leader européen en leader mondial, en mettant en œuvre, je dirais, 4 leviers principaux de création de valeur. Le premier, c'est de leur faire des acquisitions pour grandir plus vite et évidemment de bien les intégrer. Le deuxième, c'est de les internationaliser. D'accord. Le troisième, c'est la mise en place systématique de politiques de, je dirais, ESG, comme on dit dans notre jargon, donc de développement durable. On peut passer à côté aujourd'hui, effectivement. Et puis, voilà, je dirais que c'est
c'est fondamentalement aider ces entreprises à se professionnaliser encore plus et à grandir plus vite. On investit dans des entreprises en forte croissance. Voilà, c'est ça la stratégie L'objectif pourrait d'investissement. être une introduction en bourse, par exemple ou... Très rarement. D'accord. Très rarement parce que notre objectif, bien sûr, une fois qu'on a investi, au bout de 5 ans ou 6 ans, c'est de revendre l'entreprise. Et la bourse n'est pas une option de sortie très souvent, parce que quand on détient entre 50 et 100% du capital d'une entreprise, quand vous allez en bourse, en fait, vous en mettez 10, 15, 20% en bourse, mais vous êtes toujours actionnaire. Donc ce n'est pas vraiment une sortie complète. Et la bourse implique des contraintes qui, en général, sont... voilà, on préfère sortir, je dirais, d'un coup en vendant soit à un industriel, un concurrent, soit à un autre fonds. Un mot très rapide du contexte du coup d'investissement en private equity en France. C'est vrai qu'on a suivi du coup les marchés actions. On a vu la chute en 2020 et ensuite cette remontée sur l'année 2020 et 2021. Le private equity, du coup, il se porte comment de janvier à août, voire même bientôt septembre 2021 ? Alors, le private equity en général, je ne sais pas. Oui, mais en tout cas, chez APAC, ça se porte plutôt très bien. D'accord. En 2020, nos fonds ont connu une croissance de 20% de valeur des sociétés de notre portefeuille. Je pense qu'on est parti sur, grosso modo, la même chose cette année, sauf évidemment accident des bourses mondiales, puisque bien sûr, on valorise nos entreprises en les comparant à des entreprises qui sont cotées et sur lesquelles on a une valorisation objective. Et vous nous avez donné les secteurs dans lesquels vous étiez investi, tech, santé, commerce. Je nomme ces trois-là en particulier. On a l'impression que vous étiez prêt pour cette année 2020 qu'on a connue finalement. Oui, alors je ne sais pas si c'est de la chance ou le résultat de notre stratégie d'investissement, mais on a eu un portefeuille extrêmement résilient qui a très bien vécu la crise en fait. Oui. Je vous le disais, 20% de croissance de la valeur du portefeuille quand le CAC a fait moins 6 ou moins 7 en 2020. Ça continue en 2021. Je dirais que les grands challenges aujourd'hui, c'est d'un côté, il y a des rumeurs d'inflation qui reviennent. Bien sûr, oui. Personnellement, j'y crois pas beaucoup. Je pense que c'est plutôt temporaire. Et c'est surtout, je dirais, une très forte hausse des prix à l'achat. Mais on est dans un métier où on est quand même un peu schizophrène. Quand c'est très cher, c'est le moment de vendre. Et bien on a un portefeuille à vendre. Quand c'est bon marché, c'est bien pour investir, mais c'est pas bon pour vendre. Donc, on est, nous, constamment acheteurs et vendeurs d'un portefeuille. Aujourd'hui, on a une vingtaine d'entreprises donc de toute taille, PME, ETI, dans notre portefeuille. Merci beaucoup Eddy Mizrahi. Je rappelle que vous êtes le président d'Apax Partners. Merci de nous avoir expliqué du coup comment les épargnants peuvent se mettre eux aussi au private equity via l'assurance vie. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans le Club Expert. Et merci d'être avec nous pour le Club Expert. Et notre invité vient de nous rejoindre. Il s'agit de Thomas Daudeville, gérant de la financière Daudeville. Bonjour Thomas, vous allez bien ? Bonjour. Très bien, bonjour. Alors, on va parler avec vous d'un véhicule d'investissement coté en bourse, encore assez mal connu, le SPAC. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler ce qu'est le SPAC ? Alors cet acronyme, cela signifie Special Purpose Acquisition Company. Oui. Donc c'est un acronyme américain, anglais on va dire, qui définit un véhicule d'investissement dont l'objectif est d'aller racheter des sociétés non cotées qui leur permet en fait de passer outre le process classique d'introduction en bourse en étant racheté par une société qui est déjà cotée. Et en fait, la subtilité, c'est que vous avez à l'origine des fondateurs, autrement appelés des sponsors, qui sont généralement des grands noms du capitalisme, ou des entrepreneurs à succès, qui créent une société qui la cote en bourse, mais cette société n'a aucune activité opérationnelle. C'est vraiment une coquille vide. Et cette coquille vide va lever des fonds, et ces fonds vont permettre de racheter, en général dans un délai de 18 à 24 mois, des sociétés non cotées. Ça fait un bout de temps qu'on en entend parler, enfin quand je dis un bout de temps, ça fait quelques mois, mais en tout cas on en a beaucoup entendu parler depuis la crise Covid, notamment fin 2020 et aujourd'hui en 2021. Du coup, c'est quoi ? Ça a été créé récemment ou ça a explosé récemment ?
Alors c'est vraiment en fait très récent en termes de D'accord. phénomène et d'explosion, on va dire, en termes d'ampleur. Mais en fait, c'est un phénomène qui existe depuis le début des années 80 aux États-Unis. Ça fait longtemps. Donc ça fait assez longtemps, Bien sûr. mais qui était vraiment resté dans l'anonymat, qui a commencé un petit peu à se développer après les années 2000, pour arriver en 2019 à des chiffres d'un niveau de 14 milliards d'euros collectés en 2019 pour un nombre à peu près de 59 SPAC créés. D'accord. Donc 59 coquilles vides pour le coup. Exactement, 59 coquilles vides. Et Le premier en France, c'était 2016, hein, c'est tout c'était récent. 2016 avec Powidian, Media One, Media pardon. One, Media One, qui depuis est sorti de la cote. Hein, qui a été retiré de la cote Ouais. fin 2020. Mm. Et donc là, pour le coup, le phénomène n'a absolument rien à voir entre l'Europe et les États-Unis. Et pour vous donner 2 derniers chiffres sur les États-Unis, en 2020, c'est là vraiment que ce phénomène a pris une telle ampleur. On est passé à 83 milliards d'euros de collecte pour environ 248 SPAC créés. Et c'était en 2020, à peu près 45% des introductions en bourse aux États-Unis, c'était des introductions en bourse de SPAC. Donc, C'est intéressant parce que d'un coup d'un seul, en fait, on se met à lever beaucoup d'argent du coup sur ces SPACs. Il n'y a pas d'activité à l'intérieur puisque du coup ensuite on va aller chercher des sociétés. Vous nous direz peut-être un mot effectivement de comment on va chercher une société. Il y a quand même un secteur d'activité où il y a quand même une promesse qui est faite quand on lève de l'argent, c'est de se dire on va aller dans le secteur de la restauration, dans le secteur de l'hôtellerie ou autre, et notamment parce qu'on fait confiance à la personne qui gère le SPAC et qui du coup va lever des fonds. alors tout à fait, il y a une promesse qui est en général sectorielle. D'accord. Il y a une promesse de temps aussi, puisque généralement il y a un délai de 18 à 24 mois pour trouver une cible. Mhm. Le nombre de cibles, généralement, c'est 1 à 2 sociétés qui sont achetées. Et effectivement, ça fait partie, on va dire, des principaux risques de la SPAC, c'est que vous faites véritablement un chèque en blanc au fondateur de la SPAC. C'est pour ça qu'il y a souvent un lien de corrélation entre la qualité de l'équipe fondatrice avec le succès des SPAC. Et effectivement, d'ailleurs, aux États-Unis, c'est souvent appelé les blank check companies, parce que véritablement, c'est un pari sur l'avenir. C'est ça. Thomas, vous êtes CGP hein, aussi. Est-ce que vous conseilleriez à un client d'investir dans un SPAC? Alors, nous ne sommes pas habilités, malgré nos différents agréments, à conseiller nos clients pour aller investir dans un SPAC. Après, compte tenu de la structure des SPAC, de leur organisation et aussi du risque, c'est quand même un véhicule d'investissement qui est plutôt réservé aux professionnels et aux professionnels vraiment avisés. Après, je pense que pour notre clientèle patrimoniale, il y a d'autres biais avant d'aller penser au SPAC pour aller s'investir et qui seront surtout plus en ligne avec leur profil de risque qui reste quand même l'origine de tout au moment où on souhaite investir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de SPAC, donc il y a beaucoup de coquilles vides. Je reprends cette image-là avec beaucoup d'argent levé à l'intérieur. Est-ce que du coup, c'est trop tôt pour parler de performance de SPAC? Et qu'est-ce qu'on regarde quand on parle de performance de SPAC? Alors, c'est pas trop tôt, parce que finalement, depuis 2015, on commence à avoir pas mal de chiffres. Si vous regardez un peu la vitrine, vous vous dites c'est extraordinaire, il y a eu des performances fabuleuses, notamment pour des sociétés comme DraftKings, comme Betterware ou encore Primoris. Qui sont des sociétés qui ont été rachetées par un SPAC et qui du coup ont été introduites en bourse, c'est Voilà. ça? D'accord. Et qui sont, là, on parle de performance à plus de 3 chiffres, donc c'est exceptionnel. Et quand vous prenez un petit peu de recul et vous voyez les performances des SPAC qui ont été créées depuis 2015, bah là, pour le coup, la performance moyenne, on est plutôt à moins 19%. Donc ça fait beaucoup moins rêver. D'accord. Ouais. Tout de suite, oui. Et on se rend compte aussi de la notion de risque, qui est quand même assez importante. Ouais, donc l'euphorie peut retomber rapidement sur Exactement. le... Et l'euphorie peut retomber, on finira là-dessus, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'entreprises achetées via des SPAC et que du coup ça fait baisser les performances, ou c'est juste qu'on achète des entreprises qui derrière font des mauvaises performances boursières? Bah, c'est un peu les deux. D'accord. Dans les risques des SPAC, c'est aussi le risque de ne pas trouver de cible. Donc dans ce cas-là, vous récupérez votre somme Initiale. votre somme initiale, moins les frais de gestion. D'accord, donc déjà automatiquement C'est ça ça, fait un on rendement est croqué. un peu allégé. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Ouais. L'autre élément, c'est que dans un marché qui est ultra concurrentiel et dans lequel il y a une telle liquidité, forcément, quand vous êtes plusieurs à vouloir acheter des cibles de qualité, soit les prix augmentent, vous achetez plus cher ce que vous pensiez acheter à un prix inférieur, ou alors, un peu par défaut, vous vous dites que comme vous avez ce délai de 2 ans pour acheter une société, peut-être qu'au lieu de racheter une société de très bonne qualité, vous allez peut-être regarder un petit peu à la baisse la qualité de la société et de la cible, et à ce moment-là, les performances futures risquent d'être impactées. Merci beaucoup Thomas Daudeville de nous avoir décrypté de manière très claire, je dois dire, le phénomène des SPAC. Thomas Daudeville, je rappelle que vous êtes gérant de la financière Daudeville. C'est la fin de Smart Patrimoine. Encore un plaisir de l'animer à vos côtés, Laura. Merci à vous tous de nous avoir suivis.
suivi donc pour Smart Patrimoine et on se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h.